La société angélique, c'est une société secrète, tout au moins discrète, très discrète, qui est apparue en France au milieu du XVIe siècle, à Lyon. Alors pourquoi à Lyon? Il faut bien comprendre que cette société angélique, elle va de pair avec l'imprimerie. Or, ce milieu du XVIe siècle, cette époque qu'on peut considérer comme l'âge d'or de la Renaissance française, c'est les quelques décennies qui précèdent le début des guerres de religion, en 1562. Et à cette époque-là, Lyon est devenue la capitale européenne de l'imprimerie. C'est une capitale intellectuelle, puisque les imprimeurs sont les détenteurs de la connaissance. Les imprimeurs sont en même temps des libraires. Ils ne font pas qu'imprimer les livres, ils les éditent, ils les vendent. Et autour des imprimeurs se presse tout un réseau d'intellectuels, d'humanistes. Et au préalable, dans les décennies qui ont précédé ça, disons à la fin du siècle précédent, le centre intellectuel de l'Europe, c'était plutôt Venise, en Italie. Et puis, tout à fait au début du XVIe siècle, les Italiens de Lyon ont négocié avec le roi de France, en échange d'un financement pour les guerres d'Italie, qui ont commencé, ils ont négocié le retour des foires internationales qui se tenaient dans le temps à Lyon, et qui avaient disparu. Et donc, ces foires internationales vont drainer tout ce que l'Europe compte d'intellectuels. Et donc il est logique que ce soit à Lyon que cette société renaisse après avoir très probablement fleuri une première fois à Venise à la fin du XVe siècle. Alors en ce milieu du XVIe siècle, c'est un personnage qui a un nom un petit peu prédestiné puisqu'il s'appelle Nicolas de Lange, qui va rassembler un petit peu tous les groupes d'intellectuels qui existent un petit peu à travers Lyon. Il y avait au tout début du XVIe siècle ce qu'on a appelé l'Académie de Fourvière, qui n'était pas une académie au sens strict du terme. Il y a eu un groupe qu'on a appelé Sodalitum, et puis il y en a eu plein d'autres. Et donc il va rassembler tous les survivants de ces groupes-là sous une seule bannière, et il va les réunir dans le domaine qu'il est en train de se faire construire sur le flanc de la colline de Fourvière, bien connue à Lyon. Et ce domaine, donc, est constitué d'un grand terrain sur lequel il va faire édifier une maison, tout en haut. Et ce domaine, comme cette maison, il va les nommer, par jeu de mots, l'Angélique. Et donc il va réunir ces gens dans ce qui va d'abord s'appeler l'Académie de l'Angélique, et qu'on va nommer rapidement la Société de l'Angélique, et puis peu après, la Société Angélique, tout court. Et cette société angélique va fonctionner parfaitement jusqu'au début des guerres de religion. Les guerres de religion, évidemment, vont venir la contrarier. Ça va se compliquer pendant toute cette période très troublée. D'ailleurs, Nicolas de Lange va être obligé de s'exiler. Il va partir à Trévoux dans l'Ain. Et puis après, il va aller s'installer dans son château à Cuire, près de Lyon. Et puis, il va faire un retour triomphal à Lyon, tout à fait à la fin du XVIe siècle.
Et après la signature de l'édit de Nantes, lorsque la liberté réapparaît, eh bien, la Société angélique va renaître de ses cendres et va refonctionner à nouveau pendant quelques années. Et Nicolas de Lange va décéder en 1606, et c'est son gendre, Balthazar de Villars, qui va lui succéder. Nicolas de Lange n'a pas eu de fils, et donc il était très, très heureux de marier sa fille à ce Balthazar de Villars, qu'il considérait vraiment comme son fils. Et donc c'est de manière tout à fait naturelle que Balthazar succède à son beau-père en 1606. Et Balthazar de Villars va devenir à cette époque le bienfaiteur de la Chartreuse de Lyon, qui a été fondée par Henri III pendant la guerre de religion. Et puis Henri III n'a pas tenu les promesses de financement, ce qui fait que cette pauvre Chartreuse périclite. Et donc Balthazar de Villars réussit à sensibiliser tous les notables lyonnais qui vont financer le retour des moines. Et parmi les moines chartreux qui vont s'installer à Lyon, il y a un jeune chartreux qui s'appelle Don Polycarpe de la Rivière. Et il arrive à Lyon avec le grade de procureur. Alors le procureur d'une chartreuse, c'est celui qui procure la subsistance aux moines, parce que les moines vivent en autarcie, mais dans une ville, c'est pas facile, ils n'ont pas de terrain autour, c'est pas comme quand ils sont à la campagne. Et donc, on est bien obligé d'acheter de la nourriture à l'extérieur. Donc ça, c'est le rôle du procureur. C'est le rôle de Don Polycarpe, et donc il a, à ce titre, la possibilité de sortir de la clôture monastique, et il va en particulier rencontrer tous les bienfaiteurs de la Chartreuse, dont Balthazar de Villars, avec qui il va se lier d'amitié. Alors ce Don Polycarpe de la Rivière, pour le situer un petit peu, il est né en 1585-1586 dans le Velay. Étant jeune, il a fait ses études, comme tous les fils des nobles familles de la région, à la maîtrise de la cathédrale du Puy-en-Velay. Et là, il a eu comme professeur de chant un jeune chanteur à la voix d'or, et qui portait un nom absolument prédestiné, puisqu'il s'appelait Claude François. Ça ne s'invente pas. Et un jour que ce Claude François est en train de chanter dans la cathédrale, il est remarqué par Honoré d'Urfé. Honoré d'Urfé, c'est l'auteur de l'Astrée, qui est considéré comme le premier roman en langue française. Et Honoré d'Urfé est à la recherche précisément d'un chanteur ou d'un musicien pour la reine Marguerite de Valois, l'épouse d'Henri IV, qui est entre guillemets assignée à résidence au château d'Usson en Auvergne, et qui recherche un maître de chant. Et donc ce Claude François part au château d'Usson, et il emmène quelques élèves avec lui, dont le jeune Polycarpe de la Rivière, qui va donc devenir tout d'abord l'enfant de chœur, et puis le page, et puis le secrétaire de Marguerite de Valois. Et donc c'est lorsque Marguerite quitte Usson au début du XVIIe siècle, en 1604, qu'il va entrer en religion. Et donc elle se retrouve 10 ans plus tard, procureur de la Chartreuse de Lyon. Et puis quelques années plus tard, donc Balthazar de Villars va publier ses premiers livres, parce que ce Polycarpe, dès qu'il est entré chez les Chartreux, il a commencé à écrire. Il a écrit un premier livre qui restait à l'état de manuscrit, et donc Balthazar de Villars va le publier. Il va le publier sans nom d'auteur. Il y a juste un pseudonyme qui apparaît. J'ai de propre le ciel d'amour. Alors ça, c'est l'anagramme parfaite de Don Polycarpe de la Rivière. Il faut le savoir. Et puis Balthazar de Villars donc va financer toutes les publications des livres de Don Polycarpe, dont son ouvrage le plus célèbre, qui s'appelle L'Adieu du monde, qui est un véritable best-seller et connaîtra pas moins de 4 rééditions successives. Et en 1618, Don Polycarpe est nommé prieur de la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarret, dans le Pilat. C'est une petite chartreuse, une petite maison, très modeste, mais dans cette chartreuse, il va trouver quelque chose, on ne sait pas quoi. Il va trouver une documentation, très certainement, une source de richesse littéraire, intellectuelle. Et à partir de là, il va commencer à écrire des livres historiques. Et puis, donc, il va y rester jusqu'en 1622. En 1622, il est nommé prieur de la Chartreuse de Bordeaux. Donc c'est quand même une belle promotion, puisque de Sainte-Croix-en-Jarret, qui est une toute petite chartreuse qui est un peu perdue dans les montagnes du Pilat, il se retrouve à Bordeaux, qui est une grande chartreuse en pleine ville.
Il y reste quelques années et ensuite il est en même temps nommé visiteur de la province d'Aquitaine, ce qui est une belle promotion, hein. C'est quand même un poste écrasant en matière de la hiérarchie carthusienne. Et ensuite il est nommé prieur de la Chartreuse de Bonpas, près d'Avignon. Et c'est là qu'il va passer le reste de sa vie, les quelques années qu'il lui reste à vivre. Et là, il va écrire beaucoup de livres qui ne seront pas publiés de son vivant. Parce qu'il ne fait plus une œuvre littéraire, mais il va faire œuvre d'historien. Et ces livres seront un petit peu critiqués de son vivant par certains personnages qui ne croient pas trop à ce qu'il raconte. Polycarpe semble disposer d'une documentation qu'il est apparemment le seul à posséder. Et comme il souffre de rhumatisme, il obtient l'autorisation de se retirer. Et il part en Auvergne. Il arrive à la Chartreuse de Moulins. On pourrait penser qu'il va aller partir en cure à Boubres-Lancy, qui est une station thermale qui soigne les rhumatismes. Au lieu de ça, il s'engage dans un voyage en direction du Mont d'Or. Station thermale aussi, mais qui ne soigne pas les rhumatismes, on soigne l'asthme et les voies respiratoires. C'est bizarre. Et puis, Dom Polycarpe, arrivé à Clermont-Ferrand, il renvoie ses domestiques. Et il continue le voyage tout seul, alors qu'il lui reste quand même plus de 50 km à faire. À pied, il continue. Lui qui souffre de rhumatisme. Il prend seul le chemin du Mont d'Or. Et puis, il disparaît en route. Et plus personne ne le reverra jamais. Disparition totalement inexpliquée.